Bonsoir Olivier. Bonsoir. Bonsoir à tous. D'où nous appelez-vous, Catherine, et quel âge avez-vous? Alors je vous appelle d'Angoulême et j'ai 57 ans demain. D'accord. Oh, bah écoutez, bon anniversaire avec un peu d'avance. Merci beaucoup. Catherine, de quoi voulez-vous me parler? Dites-moi. Alors j'avais envie d'échanger avec vous ce soir, à propos du harcèlement scolaire. D'accord, un sujet parfaitement d'actualité. Euh, Oui. Vous êtes concerné vous-même Alors ou je avez le été suis, concerné? ouais, je le suis à 2 titres. Je l'ai été en tant que maman d'une de mes enfants qui en a été victime en 2015 et 2016. En deuxième titre, c'est que suite à ce qui lui est arrivé, elle a créé une association et j'ai été un peu parachutée coprésidente de cette association. Donc, j'accompagne avec d'autres personnes au sein de cette association, bien sûr, mais des milliers et des milliers de victimes depuis un peu plus de 6 ans et demi maintenant. Voilà. D'accord. Donc, parlons d'abord de ce démarrage. On parlera bien évidemment de l'association et de votre engagement, mais votre fille euh, a été harcelée de quelle manière? Alors, ça s'est produit dans son année de sixième, au tout début de son entrée en collège. Elle avait 10 ans. Oui, Et j'allais dire, ça s'est présenté de façon assez simple, en fait. Nouvel établissement, nouveaux amis, une nouvelle meilleure amie. Et puis, quelques semaines plus tard, même quelques jours après la rentrée, courant octobre, cette nouvelle meilleure amie s'est avérée mm, mm, plutôt une petite qui avait fait en sorte de diffuser de nombreuses rumeurs et oui. avait écarté de ma fille la plupart de ses amis qu'elle avait depuis des années à l'école primaire. Et donc, en l'espace de quelques semaines, elle s'est retrouvée complètement isolée et l'objet de multiples insultes, moqueries, menaces. D'abord d'une fille en particulier, ça a démarré par une, et puis au final quasiment toute la classe, quoi. Et ça a duré quasiment toute l'année scolaire de sixième. Oui, Il nous a fallu 8 mois pour comprendre ce qu'elle vivait réellement et pouvoir réagir et enfin la protéger de tout ça. Donc, je précise quand même qu'elle est en sixième, qu'il n'y a pas de réseaux sociaux, que ça se passe, j'allais dire, dans les classes, en cours de récréation, dans les vestiaires de sport, dans les toilettes. Enfin voilà, on est dans du harcèlement face à face, quelque chose d'assez classique. d'assez Voilà. classique, oui, puisque la bonne copine qui se retourne en cours de route contre sa copine, c'est quelque chose que j'ai entendu maintes et maintes fois. C'est assez curieux d'ailleurs. Ouais, c'est un processus assez classique en effet, hein. Mm. Comment l'a-t-elle vécu votre fille? Est-ce que elle vous en a fait part à l'époque? Est-ce que vous aviez remarqué quelque chose? Ou cela a-t-il pris de l'ampleur sans que vous vous en rendiez compte? Alors, j'allais dire les trois. C'est-à-dire que oui, elle en a parlé très rapidement et en des termes assez similaires à ceux que je viens d'évoquer. C'est-à-dire qu'elle est rentrée un jour du collège avec une tête un peu triste et Oui, elle nous a expliqué que cette jeune fille en question ne voulait plus être son amie. Et nous, on était restés au moment où elle n'avait pas une seule amie, elle en avait plusieurs. Et c'est vrai que la réaction un petit peu idiote sur le moment, sans doute, a été de lui dire, OK, bon, bah, elle veut plus être ton amie, mais tu en as d'autres, donc ça va bien se passer. Voilà, je me suis voulu, enfin, je vais parler en jeu parce que c'est moi qui ai eu cette réaction. Je me suis voulue rassurante et c'est pas oui, quelque chose qui m'a inquiétée. Elle ne paraissait pas très inquiète à ce moment-là. Seulement, ce qu'elle n'a pas pu me dire, parce que je ne lui ai absolument pas posé la question, c'est que elle ne voulait plus être son amie, mais qu'elle avait passé 2 ou 3 semaines à l'écarter de toutes ses autres amies et qu'elle se retrouvait seule et qu'elle avait peur d'être seule. Ça, oui. j'ai pas pu poser les questions adaptées. Pourtant, j'avais d'autres enfants, on avait passé par d'autres scolarités, j'étais enseignante, donc j'avais l'impression d'être plutôt à l'aise de ce qui se passait avec ce qui se passait en milieu scolaire, vous voyez. Mais bon, j'ai pas mesuré, j'ai pas pris le temps de mesurer l'importance de cette fille ne veut plus être mon amie.
Et à partir de là, elle ne m'en a plus parlé. Elle en a parlé à son frère qui était lui-même dans le Dans collège, le même collège, à oui. sa plus petite Mhm. sœur, et ils se sont un peu débrouillés tous les trois à soutenir Chiara et à lui donner des petites astuces pour s'en sortir. Donc voilà, première étape, elle m'en parle et je ne comprends pas ou je ne mesure pas l'importance que ça a sur sa vie scolaire. Et à partir de là, elle va le vivre de plus en plus mal, elle va être de plus en plus isolée, avoir peur de plus en plus. Donc le stress va faire son entrée, le stress massif et durable va faire son entrée dans sa vie et dans la Oui, nôtre. Son attitude change en l'espace de quelques jours, quelques toutes petites semaines. Elle devient en colère, elle claque les portes, alors que ce n'était pas du tout dans son attitude auparavant. Elle a mal au ventre, très souvent, très très souvent. Ne pense qu'à ce qu'elle va manger le soir en rentrant. Donc c'est des discussions un peu sans fin sur ce qu'on mange pas, ce qui lui convient, ce qui lui convient pas. Donc voilà un petit zoom très très surprenant sur la nourriture. oui. On consulte des médecins, on fait beaucoup d'examens et à aucun moment on se pose la question d'une difficulté au niveau scolaire. On pense à des problèmes de santé, donc il y a des tas d'examens qui s'avèrent sans résultat probant, tout va bien. Comme elle va avoir 11 ans, c'est une fille, donc on se dit, on nous dit, les spécialistes de la question nous disent, elle va bientôt avoir ses règles, donc ses maux de ventre, c'est normal. Voilà. Et puis, tout ça dérape jusqu'en fin d'année, où elle développe de nombreuses verrues sur les doigts, ce qui va la dispenser de natation. On saura plus tard que c'est plutôt une bonne chose d'être dispensée, parce que celle qui l'a harcelée l'avait menacée de la couler en piscine. Donc, évidemment, les verrues l'ont protégée de ces moments assez horribles. Oui. Et on finira l'année scolaire au mois de mai, à la veille d'une sortie scolaire en pays étranger, où là, elle éclate en sanglots et elle dit « je peux pas y aller, j'ai trop peur ». Et c'est le mot « peur » qui nous a sortis de notre léthargie, de notre incompréhension. On s'est dit « mais tu as peur, mais tu as peur de quoi ?» et là, elle nous dit clairement elle va me tuer. Elle m'a dit que demain, elle allait me tuer. Et là, on a Oh pris, là j'en ai là. encore des Ah frissons bah en oui, vous oui, oui. racontant ça. Et là, on a passé toute la soirée et une grande partie de la nuit à ce que notre fille puisse enfin se libérer de tout ce qu'elle vivait depuis des mois et des mois. Et c'était un enfer révélé. Euh, Pas des coups directs et physiques à proprement parler, comme on peut souvent s'y attendre, mais des choses beaucoup plus sournoises et beaucoup plus destructrices Oui, en réalité pour la une santé. violence psychologique et surtout l'instauration de la peur à partir du moment où on a des menaces de mort, Tout à fait. c'est très compliqué. On va marquer une petite pause, Catherine, et puis on se retrouve dans quelques secondes, d'accord? À tout de Ok. suite. À tout de suite. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix au 01 80 20 39 21. Il est 22h30, vous êtes sur Europe 1, vous pouvez nous écrire, bien évidemment, au 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace, et puis vous pouvez aussi nous écrire au 01 80 20, nous appeler au 01 80 20 39 21. Catherine, donc ces menaces de mort, en fait, elles vous en fait part à un moment, Chiara? J'allais dire à la fin, quand on comprend vraiment La gravité. ce qui arrive, ouais. Mais pendant les mois où elle les subit, euh, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Elle a arrêté de nous parler euh, quand on n'a pas compris l'ampleur de ce qu'elle vivait, en fait. Et c'est ce qui est assez dramatique d'ailleurs, parce qu'on entend souvent que les victimes ne parlent pas et on les encourage à parler. En réalité, il s'avère qu'elles nous parlent toutes, mais qu'on ne comprend pas l'ampleur de leur souffrance à ce moment-là. Et à partir du moment où on ne comprend pas, là, elles se murent dans le silence. Donc, au moment où elle vit ces menaces de mort, non, on n'est pas à ses côtés pour la soutenir et elle ne peut plus nous en parler à ce moment-là. En revanche, son frère et sa sœur on le saura plus tard, mais ont été au courant de ça. Ouais. Et ils l'ont protégée? Oui, à leur façon.
et à quel prix, j'allais dire, parce que ça aussi c'est quelque chose qu'on oublie peut-être un petit peu de montrer au travers des témoignages qui circulent ici et là, mais quand un enfant est victime de harcèlement, c'est pas seulement une victime en réalité. Il y a un déferlement de souffrance qui s'abat sur la famille. On voit son enfant dépérir en santé mentale et en santé physique, hein, les deux. Et on ne comprend pas ce qui se passe. On ne trouve pas réponse à nos questions auprès des professionnels de santé. On ne trouve pas toujours réponse auprès des professionnels de l'établissement, Oui, parfois. oui. Et les frères et sœurs, hein, sont impactés, c'est-à-dire voient effectivement, en tout cas ça a été le cas dans notre famille comme dans des milliers d'autres, mais son frère qui est dans le même collège, mais pas dans la même cour de récréation, parce qu'il y a séparation entre les sixièmes et les cinquièmes et les quatrièmes et les troisièmes, comme dans un certain nombre d'établissements. Elle a besoin de réconfort, elle a besoin du soutien de son frère, elle a besoin de câlins de la Bien part sûr. de son frère quand elle Mhm. est toute seule. Et on lui interdit d'aller dans la cour du frère, on interdit au frère d'aller dans sa cour. Et donc elle se retrouve, même sur le plan familial, isolée. Alors ça paraît pas grand-chose de le dire comme ça. Mais son grand frère, d'un an et demi de plus qu'elle, on a terriblement souffert et culpabilise encore aujourd'hui de ne pas avoir pu protéger sa sœur et apporter son soutien à sa sœur. Et la seule fois où il a pu le faire, où il a déboulé entre guillemets avec ses frères, avec ses copains un peu plus costauds que lui pour faire peur entre guillemets à l'auteur de harcèlement de sa sœur, il s'est fait punir dans l'établissement parce qu'il était allé dans une cour dans laquelle il n'avait pas le droit d'aller. Et c'est terrible pour des enfants qui se construisent parce qu'ils perdent la confiance en l'adulte. Et ils se disent que, effectivement, si les adultes peuvent pas comprendre ce qu'ils vivent, si les adultes peuvent pas les soulager de leur souffrance et de les protéger contre ces peurs et ces dangers qui sont les leurs, ils se débrouillent tout seuls. Mhm. Et ils peuvent même devenir violents, certains, pour Mhm. pouvoir se défendre Vous, et faire du mal, alors que c'est pas leur intention première. On l'a vécu avec bon nombre de victimes qu'on a accueillies dans l'association depuis. On voit des choses assez terribles quand l'enfant se sent pas protégé. Pour se ouais. défendre, certains sont prêts à tout. Ouais. Vous évoquez les règles, ne pas aller dans la cour des grands, les punitions. Mais cette administration-là, au sein du collège, est-ce qu'elle voit, est-ce qu'elle elle est attentive justement au harcèlement dans ces murs? À ce moment-là, non, en tout cas pas à la hauteur des enjeux. Pour autant, c'est l'établissement qui a porté le nom de harcèlement très tôt dans ce que vit Chiara. Alors, on l'a pas su à ce moment-là, on l'a su à la fin quand on a tout découvert, mais très tôt, comme elle pleure toute seule, isolée dans la cour, des surveillants vont la voir et elle explique à ses surveillants ce qu'elle vit et un de ses surveillants, une très exactement, va lui dire qu'elle vit du harcèlement, elle subit du harcèlement, et on va même lui demander sur des trombinoscopes de montrer quels élèves interviennent pour lui D'accord, faire quand du même. mal. Oui. Donc oui, il y a une prise de conscience des faits, de ce qui se passe. Pour autant, il n'y a pas eu de réaction attendue, on n'a pas été prévenu. Peut-être, remarquez, ça aurait peut-être pas changé grand-chose, on aurait gagné peut-être que quelques semaines sur tout ça, mais quand on sait aujourd'hui que plus le harcèlement est pris en charge tôt et plus on peut y mettre un terme et plus surtout on peut limiter les dégâts en termes de santé, peut-être qu'on est quand même à quelques semaines et quelques mois près. Alors, il faut remettre dans le contexte, on est en 2015. Aujourd'hui, ça paraît presque impensable de se dire qu'un établissement n'a pas mis en œuvre un protocole de prise en charge de harcèlement. Mais en 2015, c'est très peu, très très peu. Pourtant des choses sont déjà faites. Il y a une politique gouvernementale contre le harcèlement qui est lancée, mais elle est assez balbutiement, elle est encore très silencieuse. On n'a pas franchement de définition du sujet. Il n'y a pas de protocole mis en place. Les établissements n'ont aucune obligation. Il n'y a pas de loi qui protège les enfants. Donc, vous voyez, c'est quand même si c'est très récent, c'est d'un autre contexte. Aujourd'hui, je pense que ça pourrait plus se produire de cette façon. On pourrait plus tomber sur un chef d'établissement qui nous dit j'ai fait ce qu'il fallait,
c'est bon, je l'ai consolé dans une cour de récréation et tout va bien. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience que c'est un peu plus grave que juste c'est pas bien ce qui t'arrive, Oui, quoi. oui. Mais c'est vrai qu'on est dans un autre contexte il y a en 2015 quand même. Il faut reconnaître ça. Alors, vous avez créé cette association, puisque Cara va s'en sortir, en fait. Oui, Et oui, elle, oui. elle va participer à la création de cette association. Est-ce qu'elle impulse cette association? Ah oui, oui, complètement. Alors, elle va s'en sortir, mais elle va sortir du harcèlement, mais elle va s'en sortir physiquement et en termes de santé 6 ans plus tard seulement, hein, quand Ah même. oui, Ça, quand c'est même. intéressant de regarder ça. Mais oui, en tout cas, elle s'en sort au sens de, elle est protégée des menaces et des violences qu'elle subit, et elle va poursuivre sa scolarité dans ce collège. Et l'année suivante, donc quelques mois après, quand elle est en 5e, dans le même collège, il y a un élève de 3e qui se suicide. Oula. Et Chiara Oui. ne le connaît pas, il l'a croisé dans l'établissement, mais c'est pas son ami, elle n'a pas de lien. C'est un 3e, donc ils sont pas dans la même cour. Enfin bon, voilà. Et au matin, parce que ça se passe pendant les vacances de Pâques, et au matin, quand on lui apprend euh, ce qui vient de se passer dans cette petite commune dans laquelle on vit, euh, là c'est la dégringolade pour elle. Parce qu'en fait, tout ce qu'elle a vécu lui remonte à la surface. C'est-à-dire que l'annonce du décès de cet élève de 3e dans son établissement l'a renvoyée à tout ce qu'elle avait vécu. Et là, le traumatisme est ravivé. Et à partir de là, elle peut plus bouger. Elle peut plus aller au collège. Elle ne veut plus y aller. Elle est dans une colère et une recrudescence de ces symptômes psychologiques. Et la seule chose qui la sort de là, j'allais dire, c'est une psychologue qui lui tend la main et qui lui dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que tu ailles mieux. Et à partir de là, elle pense à créer une association. Oui. Et donc, le jeune en question se suicide en avril et l'association a été créée à sa demande en rapprochant les deux familles. En souhaitant, j'allais dire, rassembler nos ressources, des ressources bien abîmées quand même à ce moment-là, dans un but précis, qui est celui d'écouter les victimes et de les croire. Parce qu'à ce moment-là, ce que Chiara est capable de nous dire, c'est ce qui lui a fait le plus de mal, c'est que quand elle évoque ce qu'elle vit et le degré de souffrance qui est la sienne, on ne la croit pas. Et elle dit, si on veut vraiment aider les victimes, il faut d'abord les croire. Et donc l'association a été créée dans un but d'accueillir la parole de victimes et de les croire. C'était ça l'objet premier de l'association. Donc oui, elle a été plus que partie prenante. Elle a 12 ans à l'époque, donc elle n'est pas franchement Oui. en capacité d'être administratrice au sens de présidente ou équivalent dans l'association. C'est pour ça qu'elle a chargé les deux mamans de s'en occuper. Mais elle est partie prenante. Elle est de tous les témoignages. D'ailleurs, elle a été une des premières, pour ne pas dire la première, jeune victime de harcèlement à témoigner à visage découvert dans les journaux et à la télévision, pour dire non, je veux pas me cacher, j'ai pas honte de ce que j'ai vécu, il faut que ça se sache et il faut que la honte change de camp. En gros, c'était un petit peu sa volonté. Marcellement, c'est le nom de votre Oui. association. Pourquoi Marcellement? Alors, il s'avère que une des personnes de l'association participe à un groupe d'écriture pour soulager sa douleur. Et dans ce groupe d'écriture, il y a un jeune adulte qui écrit un poème qu'il nomme Marcellement et dans lequel il dénonce tous les mensonges qui entourent les situations de harcèlement. Et c'était très intéressant, il ne nous a pas autorisé à utiliser son poème. Il n'était pas prêt à ça, mais en revanche, le nom était possible. Mais son poème avait quelque chose de très fort. Il disait en réalité, dans une situation de harcèlement, tout le monde ment. Le harceleur ment parce Oui. qu'il se dit fort alors qu'en fait, il est mort de peur et il a besoin de faire mal à quelqu'un d'autre pour garder sa place ou obtenir une place un peu plus populaire. La victime ment parce qu'elle se montre courageuse, elle se montre forte, elle dit que tout va bien, elle continue de rire même quand c'est l'horreur à l'intérieur d'elle. Les adultes mentent quand ils disent qu'ils ne voient rien, n'entendent rien. Et la société ment quand elle dit que ça n'est pas grave et qu'il faut passer par là pour devenir plus grand, plus fort. Et son collège,
son poème, pardon, a fait écho en l'équipe de construction de cette association. Et pour lui rendre hommage, on avait choisi de garder ce nom. Voilà. Aujourd'hui, on va le voir, vous accompagnez des familles dans le souci, euh, mais vous avez reçu beaucoup de demandes. Il y a eu beaucoup de demandes à la création de cette association. Alors oui, ça nous a complètement dépassés. D'ailleurs, on s'attendait à une petite association locale et 3 mois plus tard, on avait 1,5 million de personnes qui cherchaient à nous joindre de plein de façons possibles, alors qu'on n'était pas du tout organisé pour ça. Donc on a dû s'organiser du mieux possible en l'espace de quelques mois. On a fait un petit bilan pour la semaine la journée de lutte nationale contre le harcèlement, et on a fait un peu de comptabilité dans nos différentes missions, et on s'est aperçu qu'on avait reçu un peu plus de 25 000 témoignages de victimes, jeunes ou moins jeunes, des adultes, même parfois de plus de 50 ans, qui nous ont témoigné ce qu'ils ont vécu à l'école primaire ou au collège ou au lycée, donc des années auparavant, et à quel point ils continuaient de souffrir, même à l'âge adulte. Ces 25 000 témoignages nous ont permis de comprendre en réalité ce qui était arrivé à nos enfants, un petit peu dénué d'affect, parce que quand ça arrive à son fils qui se pend ou à sa fille qui met 6 ans à se reconstruire, on est envahi de colère et de souffrance nous-mêmes. Mais c'est vrai que quand on peut mettre un petit peu de distance entre nous et les témoignages que l'on reçoit, on comprend déjà que c'est quasiment toujours le même processus. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, vous l'entendez souvent, la bonne copine qui trahit. Mais voilà, on a identifié un processus qui se rejoue quasiment toujours le même. Et puis, à partir de ces témoignages, nous, on a voulu aussi comprendre. Donc, on s'est professionnalisé au sein de l'association. Moi, d'enseignante, je suis devenue psychocriminologue et psychotraumatologue. J'avais besoin de comprendre. C'est Boris Cyrulnik qui dit assez justement que quand on est dévasté par le malheur dans une famille, c'est un peu une légitime défense de chercher à comprendre et de devenir presque des spécialistes du sujet. Je me suis rendu compte qu'il avait totalement raison, et que, en tout cas, en ce qui me concerne et en ce qui concerne ma fille, on s'est libéré de cette souffrance en comprenant ce qu'elle avait vécu, mais en comprenant d'un point de vue scientifique ce qui s'était passé, ce qui s'était joué dans son corps, dans son cerveau. Et grâce à ce qu'on a compris, on a pu venir en aide à ce jour 6412 familles. Et même un nouveau message ce soir, donc 6413 dès demain. Combien, pardonnez-moi, parce que combien de familles? 6413 dès demain. 6413 dès demain, d'accord. Ouais. C'est énorme. Ouais. Alors on a l'impression que non, à notre niveau, parce que vu les centaines de milliers de victimes, mais c'est vrai que quand on calcule comme ça, on se dit ah oui, c'est vrai qu'on a fait un petit peu de job depuis la création de notre association, oui. Ouais, 6413, ça vous met à hauteur d'une association nationale. Oui, on intervient même sur un plan international, même puisqu'on a des élèves de lycée français, certes, mais à l'étranger qui nous contactent et qui attendent de notre aide. Alors, on a une particularité quand même dans notre association, c'est que même si on fait de la sensibilisation en établissement scolaire quand on nous le demande, notre rôle premier, c'est d'être aux côtés des victimes et de leurs familles, de les écouter, de les croire, de leur expliquer ce que leur enfant vit, pourquoi d'un seul coup ils ne le reconnaissent plus, et de leur venir en soins. Comment? De leur venir en soins. Alors, Vraiment, on va jusque-là. Justement, en fait, lorsqu'une famille vous contacte, quel est le chemin que vous lui faites emprunter? Alors, il dépend de ce qu'attend la famille, mais globalement, première étape, c'est faire en sorte que le harcèlement s'arrête, c'est-à-dire remettre l'enfant en sécurité. Il est rare que des familles nous contactent quand c'est terminé. Elles nous contactent. Alors, c'est un biais qu'il faut quand même que j'évoque avec vous, c'est-à-dire que quand une famille nous contacte, c'est que l'établissement dans lequel est leur enfant n'a pas su les entendre et agir à hauteur de ce que la famille attend. Donc forcément, quand elles nous contactent, leur enfant va mal, il n'a pas obtenu le soutien nécessaire et le harcèlement ne s'est pas terminé. Donc,
l'enfant est encore en insécurité. Donc souvent, notre première étape consiste à mettre cet enfant en sécurité, c'est-à-dire à jouer un rôle de médiateur avec les établissements, de façon à ce qu'aujourd'hui, le programme phare soit mis en œuvre quand ce n'est pas le cas. Auparavant, c'était d'autres protocoles, mais c'était du même acabit. Parfois, ça consiste à mettre l'enfant en sécurité à la maison, c'est-à-dire lui demander de ne plus mettre les pieds dans son établissement. Si les évaluations psychologiques que l'on fait au niveau de l'enfant nous montrent qu'il est victime d'un traumatisme et qu'il est parfois même en stress post-traumatique et que là, plus il retourne dans l'établissement et plus sa santé se dégrade. Ouais. Donc dans des cas extrêmes comme celui-là, la mise en sécurité passe par on garde l'enfant à la maison, on alerte le médecin généraliste, on met en lien avec un psychiatre et là, la prise en soin va commencer à se mettre en œuvre. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure... Alors, avant que nous abordions le deuxième cas de figure, Oui. ma chère, on va faire une nouvelle pause, si vous le voulez bien. D'accord ? D'accord. À tout de suite. À tout de suite. Sur Europe 1, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, prix d'un appel local. Il est 22h48, c'est la libre antenne d'Europe 1 et vous pouvez continuer à nous appeler au 01 80 20 39 21. Deuxième cas de figure alors, Catherine. Oui, deuxième cas de figure, et celui-là, il est peut-être un peu plus improbable. L'enfant a été victime de harcèlement, l'établissement a mis en place ce qu'il fallait pour faire cesser les violences. Parfois, l'enfant a changé d'établissement aussi, ça arrive, mais en tout cas, le harcèlement est terminé. Et là, les parents nous contactent parce qu'ils ne comprennent pas, leur enfant ne va pas mieux. C'est-à-dire qu'il dort toujours mal, il a toujours mal au ventre, il a de plus en plus peur des autres. Et même dans ce nouvel établissement ou dans ce nouvel environnement au sein du même établissement, eh bien, ça ne va toujours pas. Sa santé n'est pas rétablie. Et ça, c'est quelque chose qu'on a découvert au fur et à mesure des années dans notre association. C'est qu'effectivement, il ne suffit pas que le harcèlement s'arrête pour que la victime retrouve le sourire et une vie normale, parce qu'il y a un véritable impact sur la santé. Et donc là, deuxième cas de figure, encore une fois, on explique aux parents pourquoi leur enfant ne va pas mieux, ce qui s'est joué dans son cerveau, dans son organisme. Et encore une fois, on va leur expliquer comment on peut ou comment on doit prendre en soin leur enfant. Et j'allais dire, il y a même presque un troisième cas de figure, mais qu'on espère juste temporaire, c'est quand l'enfant a été pris en soin, mais qu'on n'a pas compris le véritable enjeu de la destruction du harcèlement scolaire et qu'on l'a soigné pour une estime de soi un peu faible et qu'en réalité, il souffre de stress post-traumatique. C'est-à-dire qu'on a pensé que le harcèlement scolaire avait eu comme effet sur lui de penser qu'il ne valait pas grand-chose et qu'il ne pouvait pas s'intégrer dans un groupe. Et donc, on lui a donné des compétences sociales supplémentaires. Mais on n'a pas forcément pensé, parce qu'on n'a pas évalué ça au niveau de sa santé psychique, on n'a pas pensé que ce qu'il avait vécu avait fait... lui avait fait vivre une véritable rupture dans son développement et avait besoin de plus de soins pour le réparer. Voilà. Donc voilà à peu près les cas de figure que nous accompagnons parmi ces 6400 victimes. Une fois qu'une famille va jusqu'au bout du chemin, je suppose que ça vous rend fiers, toutes et tous, dans cette association. Vous en êtes à combien de familles dont vous vous êtes occupés aujourd'hui, en tout cas que d'enfants que vous avez pu sauver de ce type de harcèlement ? Et qui vont bien aujourd'hui, qui ont vraiment retrouvé une vie, je vais dire, normale, avec une blessure, certes, mais normale. C'est ça, votre question ? Oui. Oui, et 5922. Oh, mais ça fait du monde, dites donc. Oui, 5922. Ça veut dire quand même qu'il en reste, je vais dire, un peu plus de 500 qui sont encore en accompagnement aujourd'hui. Je crois savoir que le chanteur d'Indochine est votre parrain aussi, non ? Oui, Nicolas Sirkis, oui, tout à fait. C'est bien, ça porte, c'est un beau parrain. Oui, c'est un parrain qui est, j'allais dire, derrière nous à chaque fois qu'on en a besoin, qui sait, j'allais dire, jouer de ses paroles fortes quand il le faut aussi. Et c'est vrai que c'était assez inattendu. C'est lui qui est venu
à nous, d'ailleurs d'une façon assez amusante, parce qu'on n'a pas cru que c'était lui. On a pensé que c'était un faux, Nicolas Sirkis, qui nous contactait. Donc c'était assez amusant. Nos premiers contacts ont été assez amusants. Et aujourd'hui, 6 ans plus tard, il est toujours là et il combat toujours. C'est le mot qu'il emploie très souvent. Voilà, il combat souvent encore sur ce sujet dès qu'il le peut, en tout cas. J'ai eu l'occasion de les voir en concert cet été aux Eurocaines de Belfort et ils parlent en concert et bon, c'est très bien parce que c'est tout de même une voix qui porte, celle de ce groupe très populaire et vraiment c'est quelque chose. À un moment, il y a un grand mur avec plein de visages d'enfants d'adolescents qui s'expriment. Et c'est très impressionnant. Quelles sont les dates à venir importantes pour l'association aujourd'hui ? Alors on a de beaux projets en perspective pour l'année 2024 pour franchir un pas. Alors on a notre partenaire financier habituel qui est le groupe Alliance qui devrait, c'est du conditionnel encore, mais on croise les doigts, nous accompagner dans quelque chose d'assez intéressant. C'est que en fait on a constaté que l'accompagnement des familles qu'on propose, j'allais dire une bonne partie des familles pourraient le faire elles-mêmes à la maison, avec un petit coup de pouce de notre part, ce qui nous permettrait de nous dégager du temps et de pouvoir porter ce temps aux victimes et aux familles qui souffrent le plus, et notamment de stress post-traumatique. Et du coup, on va tenter, donc avec ce partenaire Alliance, de faire venir l'accompagnement qu'on propose à la maison. Peut-être au travers d'une box, ou quelque chose comme ça. On est en train d'y réfléchir, mais en tout cas, ça va se mettre en place sur l'année 2024, de façon, en fait, à redonner un peu d'autonomie aux familles, parce que ça aussi, c'est important. Je disais tout à l'heure que c'est un déferlement de souffrance qui s'abat sur la famille et qui touche chacun des membres, mais qui touche aussi les liens. C'est-à-dire que les relations familiales ont complètement éclaté et maman trouve plus son rôle de maman, papa non plus. Et ce beau projet qu'on a sur 2024 devrait permettre à ces parents de retrouver du lien en toute autonomie, avec un petit coup de pouce de notre part qui viendrait leur apporter des conseils chaque mois, mais en tout cas de façon plus autonome, parce que c'est pas toujours facile d'aller voir un psy ou équivalent d'un psy. C'est quelque chose que culturellement on n'est pas toujours prêt à faire dans notre pays. Et du coup, il faut aussi aider ces familles-là qui n'ont pas les moyens d'aller trouver des professionnels. C'est pas dans leur culture, c'est pas dans leurs possibilités. Mais il faut que la psychologie arrive à eux. Et donc voilà le gros projet pour nous 2024, avec 2 ou 3 dates importantes où on fera officiellement le lancement. Voilà. Et puis on va rendre officiel aussi un collectif d'experts qu'on a commencé à créer il y a des années avec les plus grands spécialistes du stress post-traumatique et du harcèlement dans le monde. Et on va rendre public ce collectif, j'espère en mars 2024. Très bien, Catherine. Merci beaucoup pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Je rappelle que votre association s'appelle Marcellement et que votre site internet marcellement.org, on peut vous retrouver bien évidemment facilement sur internet. Et si vous qui nous écoutez, vous avez un enfant qui souffre de harcèlement, n'hésitez pas à lui poser des questions, et bien évidemment si il vous aiguille sur ce type de mésaventure qu'il peut vivre à l'école, n'hésitez pas à vous rapprocher de cette association. Merci Catherine, bonne soirée à vous. Merci à vous. Et Merci puis beaucoup. courage, au revoir. Merci Olivier, à bientôt, au revoir. Au revoir.